Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte vraiment particulier, une source assez unique qui nous emmène loin, très loin des analyses habituelles. On va explorer l'expérience intime, le vécu émotionnel d'une maladie chronique, mais à travers un prisme très personnel. Un poème de Gilles Besson qui s'intitule tout simplement Maladie chronique. Bonjour. Oui, et c'est ça qui est passionnant. Notre mission, ce n'est pas du tout de faire une analyse médicale. Non, absolument pas. On n'est pas là pour ça. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de plonger dans les images, les métaphores, et de suivre le parcours psychologique que ce texte déroule avec une franchise, je trouve, assez rare. C'est ça. Comment est-ce qu'on met des mots sur un combat qui, par définition, ne s'arrête jamais? C'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Tout à fait. Et ce qui rend ce texte si puissant, c'est qu'il ne parle pas de la maladie comme d'un concept médical abstrait, il en fait un personnage. Oui. Mhm. Un interlocuteur bien réel avec qui le narrateur est obligé de composer au quotidien. C'est cette relation forcée, tendue et finalement très stratégique qui est au cœur de tout. Alors, allons-y, plongeons dedans. Le poème démarre sur un jeu de mots qui pose le décor tout de suite, et sans aucune pitié, je dirais. Ah oui. Chronique se dit d'une maladie, mais aussi d'une nouvelle. Pour autant, une maladie chronique n'est pas une bonne nouvelle. C'est simple, direct, ça claque. Ça claque et ça pose la réalité. Il n'y a aucune tentative d'adoucir les angles. Non, on sait tout de suite qu'on ne va pas nous épargner. C'est ça. Et très très vite, le texte met le doigt sur le véritable ennemi. Et ce n'est pas tant la douleur ou les symptômes en soi, c'est la permanence. La permanence, oui, c'est écrit noir sur blanc. Tu ne pourras jamais l'oublier. Cette idée d'une charge mentale constante, c'est vraiment le cœur du problème. C'est terrible. Le poème décrit ce moment que beaucoup de gens connaissent malheureusement, où après quelques bons moments sans elle, paf, elle revient te titiller. Ah oui. La trêve est toujours temporaire. C'est une épée de Damoclès qui ne disparaît jamais. Et pour faire sentir cette permanence, justement, il y a une image qui m'a vraiment marquée. Laquelle? La maladie est comparée à une moule à son rocher. Ah oui, c'est d'une force. C'est une image sans violence apparente, mais elle est d'une force incroyable. C'est quelque chose qui s'accroche, qui vit sur vous, qui fait partie de vous sans être vous. C'est une métaphore brillante. On sent presque physiquement cette présence impossible à détacher. Oui, parce qu'elle évoque une forme de colonisation. La moule, elle n'est pas agressive. Elle est juste là, Indélogeable. indélogeable. Elle vit à vos dépens sur votre propre structure. Et face à ça, la première réaction, le cri du cœur, c'est le rejet total. Bah oui, forcément. Tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire « lâche-moi ». C'est l'expression pure du refus, la tentative de se battre de front contre quelque chose qui, par définition, ne peut pas être détaché. Ce qui est fou, c'est que cette image, elle est tellement universelle. On pense à la maladie, bien sûr, mais ça pourrait être une angoisse récurrente, un deuil qui n'en finit pas. Ou une situation toxique qu'on ne peut pas quitter. Exactement. Cette idée d'être collé à quelque chose qui nous pèse. C'est une expérience humaine très, très large, hein. Tout à fait. C'est le constat d'une lutte qui est inégale. Vous ne pouvez pas arracher la moule sans vous abîmer vous-même. La confrontation directe, c'est une impasse. Et c'est cette impasse qui force un changement complet de paradigme. C'est là que tout bascule. Voilà. Puisque tu ne peux pas la vaincre, que fais-tu? C'est là que le poème nous emmène ailleurs. Oui, et il bascule vers une idée qui, à première vue, est presque dérangeante. Le texte dit « Alors tu comprends très vite que d'une ennemie, tu vas devoir malgré toi t'en faire une amie. » Alors là, se faire une amie de sa maladie, mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est un peu malsain, presque une forme de syndrome de Stockholm. C'est une excellente question. Est-ce que le poète est en train de se mentir à lui-même pour survivre ou est-ce qu'il y a une vraie sagesse là-dedans? Je pense que c'est une vraie sagesse parce que le mot ami, en fait, c'est un piège. Le poème le précise tout de suite. Il ne s'agit pas d'une amitié sincère, d'une acceptation heureuse. D'accord, Ce qui est décrit ici, c'est une leçon de réelle politique personnelle. Quand on ne peut pas gagner la guerre, on change les objectifs. on change de stratégie. Exactement. Le but n'est plus de vaincre, mais de rendre la vie vivable. C'est le passage de la logique du soldat à celle du diplomate. Et c'est une compétence de survie incroyablement puissante. Ah, je vois. C'est un jeu de dupes pour sa propre survie, on ne la combat plus, on la séduit, on la manipule presque. C'est un peu ça. Le poème détaille la méthode, l'inviter à la table des négociations et surtout lui donner l'impression que tu lui donnes raison. C'est cynique mais terriblement pragmatique. C'est exactement ça.
Le but n'est pas la victoire, c'est la paix. Ou du moins, une trêve la plus longue possible. Une trêve, le texte le dit très crûment. C'est le moyen que j'ai trouvé pour apaiser ses colères, qui permet d'éviter ainsi les grosses galères. On ne cherche plus l'éradication, on cherche la gestion de crise, canaliser plutôt que vaincre. Voilà. Et ça, attention, ce n'est pas de la résignation passive. C'est une résilience active, qui demande une énergie et une discipline de tous les instants. On imagine l'effort constant que ça doit être. Ne jamais montrer sa colère, toujours négocier, anticiper les réactions de cet ennemi-ami. C'est ça. Surtout quand on sait que ce contrat est à durée indéterminée. Le poème est sans appel. Cette cohabitation est pour un long moment, qui s'appelle l'éternité. Cette mention de l'éternité, c'est ce qui rend la stratégie à la fois nécessaire et absolument épuisante. Oui, mais c'est une forme de reprise de contrôle. C'est paradoxal, mais en acceptant de négocier, le narrateur reprend une forme d'initiative. Il n'est plus seulement passif. Non, il ne subit plus seulement, il agit pour minimiser les dégâts. Il devient le stratège de sa propre vie, le négociateur en chef de sa propre condition. Mais c'est une paix très précaire. Et le poème va vite, très vite, nous le rappeler. Oui, juste au moment où on pense que cet équilibre, aussi fragile soit-il, est trouvé, l'auteur nous lance une nouvelle bombe. Mhm. Il nous révèle que la maladie a un nom de famille. Elle n'est pas juste chronique. Son deuxième prénom, c'est évolutive. Et là, tout s'écroule. Là, tout le château de cartes diplomatique menace de s'effondrer. Ce mot est terrible. Comme le souligne très bien le poète, le mot évolution, normalement, il a une connotation positive. On pense au progrès, à l'amélioration. Bien sûr, mais il ajoute, avec un sens de l'euphémisme assez glaçant, sauf que quand on parle de maladie, c'est pas vraiment constructif. Non, en effet, pas vraiment non. Ici, l'évolution, c'est la dégradation. C'est la promesse que les choses vont empirer. Et ça change toutes les règles du jeu diplomatique. Si votre adversaire à la table des négociations se renforce en permanence, le traité de paix que vous avez signé hier, Ne vaut plus rien aujourd'hui. précisément. C'est ça. La négociation n'est jamais terminée, le statu quo est impossible. Le poème le formule très bien, il faut se préparer à devoir peut-être encore davantage la flatter, pour ne pas l'énerver. La flatter davantage, c'est terrible. La paix devient de plus en plus chère à acheter. Chaque nouvelle étape de l'évolution de la maladie demande une nouvelle concession, une nouvelle stratégie de contournement. On sent l'épuisement total que représente cette adaptation sans fin. On sent l'usure, oui. Le narrateur a mis en place ce système de survie incroyablement intelligent, et voilà qu'on lui dit que les règles vont changer constamment et toujours en sa défaveur. C'est ça. C'est peut-être cette accumulation de frustration, cette fatigue de devoir toujours flatter davantage, qui mène à la suite. Parce qu'après toute cette maîtrise, on pourrait croire qu'il a trouvé une forme de sérénité résignée. Oui, on pourrait le croire. Mais non, c'est là que le vernis craque complètement. Oui, le diplomate est à bout. La stratégie a atteint ses limites. Et ce qui sort, c'est un cri brut, une explosion qui vient du plus profond. Putain de maladie chronique, t'es venu m'emmerder. Ce vers est un choc. Il tranche radicalement avec le ton posé, presque cérébral du reste du texte. Carrément. C'est le retour du lâche-moi du début. Mais ce n'est plus une supplication, c'est une accusation. Une explosion de rage pure. C'est ça. C'est comme si, après avoir joué le jeu pendant si longtemps, le masque tombait. Et ce qui est fascinant, c'est que cette colère, ce n'est pas un signe de défaite. Bien au contraire. Ah bon ? C'est la preuve que la stratégie de l'ami forcé a un coût psychologique énorme. On ne peut pas être diplomate 24 heures sur 24. Parfois, la vérité brute doit sortir. C'est une soupape. Pouvoir d'une manière totalement nouvelle. Ah, c'est vrai. Parce que juste après cette insulte, il ne s'effondre pas du tout. Il change encore de posture. Il ne la voit plus comme une ennemie ou une fausse amie, Non. mais comme une squatteuse. Il dit qu'elle a décidé chez moi de t'inviter. Et là, il ne négocie plus. Il pose ses conditions. Et la conclusion de cette prise de conscience, elle est magistrale de fermeté. Il lui dit « Je ne t'accorde qu'une liberté surveillée ». Une liberté surveillée. L'image est d'une puissance folle. Oui. La maladie n'est plus la partenaire de négociation, elle est devenue une prisonnière à domicile. Le rapport de force, même s'il reste symbolique, est totalement inversé. Le narrateur devient le gardien de sa propre prison en quelque sorte. Il ne peut pas l'expulser, il le sait, mais il peut définir les règles à l'intérieur de son propre territoire, chez moi. C'est ça, chez moi. La maladie est toujours là, mais elle n'a plus tous les droits.
C'est une reconquête de sa souveraineté intérieure. Absolument. Même si le corps est occupé, l'esprit, lui, a repris le contrôle de l'espace mental. Et cette affirmation de soi, cette reprise en main, ouvre la porte à la toute dernière partie du poème. Le renversement final. Le renversement final. Le regard se tourne vers l'extérieur, vers l'avenir. Oui, pour la première fois, un allié entre en scène. Une force extérieure qui vient aider le narrateur dans son combat. Il écrit « Mais la recherche avance et te fait reculer ». Ce n'est plus seulement lui contre elle. Non, c'est lui et la science contre elle. Et ce nouvel allié, il change tout. Le ton devient celui d'un vainqueur qui annonce la sentence. Il s'adresse directement à la maladie, non plus pour la flatter ou l'insulter. Non, là, il lui lit son avenir. Il lui lit son avenir, exactement. Il lui dit, profites-en bien, car si tu peux encore t'amuser, ta fin prochaine est de toute façon programmée. C'est spectaculaire, c'est incroyable. La perspective de l'éternité, qui était si écrasante au début du poème, elle est pulvérisée. Il y a une fin, et ce n'est pas la sienne. C'est une odyssée en quelques vers, en fait. On part du choc d'une présence permanente, on passe à cette diplomatie forcée pour survivre, puis on affronte le désespoir de son évolution. Ensuite vient cette colère libératrice qui mène à une reprise de contrôle inattendue, et on termine sur une défiance totale portée par l'espoir. Le point fondamental de ce texte, je crois, c'est la façon dont la personnification, l'ennemi, l'ami, la squatteuse, permet de transformer une expérience abstraite et écrasante en une relation. C'est vrai. C'est une relation toxique, non désirée, mais c'est une relation, et quelque chose qu'on peut nommer, à qui on peut parler, c'est quelque chose qu'on peut commencer à gérer. Ça lui donne une forme de contrôle. Exactement. Le poème illustre magnifiquement comment on peut passer du statut de victime passive à celui d'acteur et de stratège dans sa propre vie, même quand les cartes sont contre nous. C'est une leçon de survie psychologique qui va bien au-delà du seul cadre de la maladie. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière pensée peut-être. Le poème se termine sur une promesse extérieure, celle de la science. Ta fin prochaine est programmée. C'est un espoir formidable. Oui, bien sûr. Mais en attendant que cette promesse se réalise, pour des millions de gens, la question reste entière. Et on peut se demander quelle est la place de ce qu'on vient d'analyser, Mhm. quelle est la place de la créativité, de l'art, de la mise en mots, comme ce poème lui-même, dans la capacité non seulement à cohabiter avec l'insurmontable, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, à transformer cette cohabitation forcée en quelque chose de significatif, C'est une excellente question. en une affirmation de qui l'on est, malgré tout.